Depuis décembre 2016, où le président de la République a présenté son programme d'action du gouvernement, programme qu'il a dénommé Bénin révélé, vous notez tous avec moi que le Bénin n'a de cesse de se révéler à nous-mêmes, se révéler à la sous-région, se révéler à l'Afrique et se révéler au monde entier. Les performances et l'actualité sur le plan économique confirment cet état de choses. D'abord, je voudrais commencer par le Bénin dans l'UEMOA. Vous avez noté, comme moi, que le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a classé le Bénin en tête de performance s'agissant de l'indice de développement humain. Vous savez, c'est cet indice qui est apprécié chaque année par le PNUD, qui évalue la qualité des soins, l'espérance de vie de la population, mais également la qualité et l'accès à l'éducation des populations. Et j'aime commencer par cet indice parce que généralement, quand on parle d'agrégat macroéconomique, on se dit c'est des chiffres, c'est des chiffres. Mais j'ai pris ce premier exemple pour démarrer mes propos, pour vous montrer qu'il faut des chiffres pour que la prospérité, le bien-être de la population suivent. Et donc, au sein de l'UEMOA, le PNUD, dans son rapport, nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l'UEMOA n'a jamais été obtenue depuis l'existence de cette union, donc depuis plus de 40 ans. Quand on va un peu plus loin au niveau de la CEDEAO, de la même manière, le dernier rapport de la commission de la CEDEAO indique que le Bénin est le seul pays à effectivement mettre en œuvre les principes et règles de libre-échange et de circulation des personnes et des biens. Ça ne s'était jamais produit jusque-là. Nous sortons un peu plus loin. Quand on regarde l'ensemble des pays francophones d'Afrique, le Bénin a été noté, encore au titre de 2019, comme étant le numéro 1 en matière de transparence budgétaire. Notation effectuée en partenariat avec des institutions internationales indépendantes, financées notamment par l'Union européenne. Et vous voyez que dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone, le Bénin est reconnu pour la qualité de sa gestion des finances publiques et notamment la transparence dans la gestion budgétaire. Encore un peu plus loin, on se met au niveau de l'Afrique. Vous savez que le Bénin a été en Afrique le premier pays à faire une émission obligataire de type eurobond en euros. La plupart des pays d'Afrique et même hors de l'Afrique, quand ils font leur première émission obligataire, quand ils font cette transaction, ils le font généralement en dollars parce que le marché dollar, c'est le marché le plus profond, c'est le marché qui offre beaucoup plus d'argent à lever. Et donc, pour ne pas prendre des risques, généralement, on va sur ce portefeuille-là, on va plutôt vers le marché dollar. Le chef de l'État a souhaité, avec la volonté de contrôler les risques que nous prenons, il a souhaité que nous fassions l'opération en euros. Nous nous sommes organisés pour faire cette opération en euros. Plusieurs des spécialistes ici et là nous disaient que cette opération n'allait pas réussir. Et vous avez bien vu vous-même le grand succès qu'a connu cette opération, qui a obtenu un taux de souscription de plus de 250%, avec les félicitations de plusieurs institutions internationales, y compris le Fonds monétaire international. Pour la première fois, le Bénin fait quelque chose que personne jusque-là n'a réalisé en Afrique. Bien entendu, lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la BAD, le Bénin, pour la première fois de son histoire, a obtenu le prix du meilleur ministre des Finances. Quand on quitte l'Afrique, on se positionne au niveau global, on voit que de plus en plus, quand les grandes institutions internationales cherchent à prendre des modèles en Afrique, on pense au Bénin. C'est ainsi que, sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne et le G20 ont lancé l'initiative Compact with Africa. Et le Bénin a été l'un des tout premiers pays à être retenu pour participer à cette initiative. Initiative qui vise à accompagner les États à faire des réformes en vue d'élargir le tissu du secteur privé et à attirer les investissements étrangers. Par le passé, on n'aurait même pas pensé au Bénin pour lancer de pareilles initiatives. De la même manière, les Nations Unies, en partenariat avec le Fonds monétaire international, quand ils ont décidé de choisir au niveau mondial 5 pays pour l'initiative sur ce qu'on appelle le costing, l'évaluation du coût des ODD, mais le Bénin a été choisi
avec le Rwanda comme les 2 seuls pays d'Afrique. Au niveau de l'Amérique latine, le Guatemala a été retenu, et au niveau de l'Asie, l'Indonésie et le Vietnam ont été retenus. Donc vous voyez, quand le Fonds monétaire, les Nations Unies, les grandes institutions s'asseyent, veulent lancer des projets pilotes, et quand ils veulent choisir 5 pays au niveau mondial, le Bénin est choisi parmi les 2 pour représenter l'Afrique. De la même manière, pour la première fois dans notre histoire, vous savez, l'année passée, ceux qui connaissent la Banque mondiale, qui vont sur le site de la Banque mondiale, ont pu noter que pendant plusieurs jours, il a été affiché l'opération de reprofilage que le Bénin a réalisée. Nous avons fait une opération de reprofilage unique en partenariat avec la Banque mondiale, l'agence Atiaka, basée à Nairobi, et un pool d'une vingtaine de compagnies d'assurance basées à Londres, qui pour la plupart n'ont jamais entendu parler du Bénin, qui sont mis ensemble pour nous aider à faire cette opération de levée de fonds pour remplacer de la dette chère par de la dette beaucoup plus longue et moins chère. Et la Banque mondiale a salué cette opération qui a été présentée sur son site pendant plusieurs jours. Et mieux, cette opération a été considérée par la Banque mondiale et les institutions internationales comme la meilleure opération financière de l'année 2018. Dans la même veine, toujours au niveau global, lors des dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale à Washington, le Bénin a obtenu le prix de la meilleure gestion de dette en Afrique subsaharienne. Donc c'est le bel exemple encore de succès des choses qui ne se sont pas réalisées jusque-là. Et l'exemple de cette nature, nous pourrons en parler pendant longtemps. Mais je voudrais maintenant m'attarder sur les 3 grandes dernières nouvelles que nous avons obtenues pendant les 3 dernières semaines. La première, c'est le fait qu'au 1er juillet 2020, dans son dernier classement, la Banque mondiale a classé désormais le Bénin comme un pays à revenus intermédiaires. Jusque-là, nous étions dans la catégorie des pays à revenus faibles. Historique. Et nous laissons derrière nous tout un groupe de pays que certains considèrent jusque-là comme des modèles pour le Bénin. Deuxième nouvelle récente, c'est le fait que la Banque mondiale a également publié son indice CPIA. En fait, il s'agit d'un indice qui mesure la qualité de la gouvernance économique. Quand on regarde les performances que nous avons faites sur cet indice, pour la première fois depuis 2008, nous avons progressé et nous avons eu la 2e meilleure performance en Afrique en matière de gestion des finances publiques, ce qui est également une excellente nouvelle. Et la 3e dernière nouvelle récente, c'est le fait que les agences de notation, toutes celles qui nous notent, avec en tête S&P, nous ont maintenu notre notation dans un contexte où la plupart des pays sont dégradés. Alors quand, en période de crise, la plupart des pays sont dégradés, mais que vous êtes considéré comme étant une économie suffisamment solide, avoir des fondamentaux capables de tenir pendant la crise, je pense que ça aussi, c'est une très belle nouvelle qu'il faut célébrer. Et vous voyez les belles nouvelles comme ça, nous en avons eu plusieurs, je n'en ai pas toutes citées, j'en ai parlé de quelques-unes et j'ai parlé des 3 dernières. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est 2 choses. Je voudrais vraiment que chacun retienne 2 choses. La première, c'est que toutes ces performances n'auraient pas été possibles sans le travail de chacun de vous tous ici. Parce qu'on ne peut pas avoir de façon aussi durable. Depuis 3 ans, les succès s'enchaînent. On ne peut pas avoir ces résultats si derrière, il ne s'agit pas d'une action synchronisée, d'une action collective qui rentre dans un programme d'action du gouvernement clair. La deuxième chose, c'est que dans l'histoire du Bénin, on peut dire, mais c'est le même Béninois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous faisons des choses que personne n'a jamais fait en Afrique, nous faisons des palmarès, nous sommes en top des palmarès où on n'a jamais été cité, etc. Pourtant, c'est les mêmes Béninois. Oui, mais la deuxième chose que je veux que vous reteniez, c'est que depuis 2016, nous avons un chef de l'État qui a affiché une ambition, des objectifs, un programme d'action du gouvernement qui mobilise l'ensemble de la population, l'ensemble du gouvernement, travaille avec acharnement, dans la discipline, travaille avec sérieux derrière le chef de l'État et derrière l'ensemble de la population pour que nous donnions ces résultats-là. L'absence de cette vision, de ce chemin qui n'a pas été clairement tracé jusque-là, et quelque part la discipline et le travail avec beaucoup d'acharnement, c'est ça qui nous permet d'obtenir ces résultats-là. Et c'est important de le souligner parce que quand vous ne savez pas pourquoi vous avez les résultats, vous ne pouvez pas les faire durer, vous ne pouvez pas les pérenniser. Donc il est important que chacun comprenne que ces succès sont les succès de nous tous. Nous le faisons parce que nous avons tous contribué à travailler de façon synchronisée sous la direction donc du chef de l'État qui a tracé la route.
Nous le faisons aussi parce que pour une fois, nous avons une vision claire de là où nous allons. On vous a dit que nous allons étonner le monde. Le Bénin va se révéler à nous-mêmes et au monde. Et vous voyez bien que c'est ce qui se passe jusque-là. Voilà, je pourrais parler longtemps, mais je pense que ce serait plus intéressant que je vous passe la parole, que nous ouvrons les questions-réponses, parce que je suis surtout là pour vous laisser parler, écouter et répondre à vos préoccupations. Merci. Le thème Bénin classé dans les revenus intermédiaires. Est-ce que cela ne veut pas avoir comme conséquence la réduction de notre pays à l'accès au financement concessionnel? Première question. Seconde question, je me suis étonné la dernière fois d'apprendre que le gouvernement a, malgré les impacts négatifs de la Covid-19, racheté ou fixé ou reconduit les prix en matière de campagne cotonnière. Les anciens prix ont été reconduits. Alors que dans la sous-région, ma petite gouverne, certains pays ont dû lâcher, de revenir à des prix inférieurs. Quel est le gris-gris sous le talon de votre patron pour réussir ce miracle? Et ceci me pousse directement à vous demander de me donner quelques exemples sur les réformes qui ont réellement payé dans le secteur agricole. Depuis bientôt 1 an, le Nigeria a fermé ses frontières, ce qui a fait dire à beaucoup de compatriotes qu'on aura du mal à survivre. C'est vrai que pendant longtemps, on pense que sans le Nigeria, l'économie béninoise est enrhumée. 1 an après, vous avez étalé un certain nombre de performances. Dites-nous concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que le Bénin peut vivre sans le Nigeria? Deuxième question, je voulais parler des différents classements. Je reviens sur le standard de sport. La note B+ a été maintenue au Bénin, alors que d'autres pays, et pas des moindres, ont dégringolé, notamment à cause de la crise au coronavirus. Concrètement, également, là, la question qu'on se pose, et que l'homme de la rue, je demande, est-ce que ce n'est pas des indices préfabriqués? Est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que le Bénin n'est pas dans un système où il arrive à attirer beaucoup plus la condescendance de ces indices? Peut-être que votre intervention permettra donc de montrer peut-être d'où se situe l'exception béninoise pour pouvoir gagner ces performances. Merci, monsieur le ministre. La Banque mondiale, qui, sur la triennale passée, avait accordé au Bénin un volant de financement de 480 millions de dollars, nous en accorde cette fois-ci 627 millions de dollars. Beaucoup plus, avec la moitié, plus de 300 millions en dons. Alors, c'est la première manière de répondre pour dire non, concrètement, le fait pour le Bénin de passer de la catégorie de pays à revenus faibles à revenus intermédiaires n'est pas un handicap pour accéder au financement. Puisque la Banque mondiale, même qui fait ce classement, le jour où il le fait, il nous donne beaucoup plus et il nous alloue pour les 3 années à venir plus de 300 millions de dons. Deuxième manière de répondre à cette question. Vous savez, quand vous prenez les institutions comme la Banque mondiale, la BID ou la BAD, je prendrai la BAD pour montrer l'exemple, il y a plusieurs guichets. Quand vous êtes un pays à revenus faibles, vous avez accès à un guichet qu'on appelle au niveau de la BAD guichet FAD. C'est un guichet qui généralement couvre des projets de taille modeste. Et quand vous êtes un pays à revenus intermédiaires, non seulement vous continuez à bénéficier du guichet FAD, mais vous avez maintenant accès au guichet BAD. Je vous apprends que dans toute la sous-région, le fait de passer du revenu faible à revenu intermédiaire, nous rejoignons le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui, eux, aujourd'hui, au niveau de la BAD, bénéficient à la fois et de guichet FAD, le guichet destiné aux pays faibles, mais également du guichet BAD. Nous gardons intact tout ce que nous avons et nous avons accès à des guichets complémentaires. Deuxième manière d'expliquer qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vous décidez un jour de faire un don, vous avez dans votre portefeuille une pièce de 100 francs et un billet de 1000 francs. Et vous décidez grand prince ce jour-là, parce que vous célébrez votre anniversaire ou je ne sais quoi, vous voulez donner. Vous sortez de chez vous, vous voyez un monsieur assis par terre, mal habillé, mal tenu, qui vous prononce la phrase suivante: j'ai rien à manger, aidez-moi, donnez-moi de quoi manger. Je parie que vous lui donnerez la pièce de 100 francs. Vous retournez chez vous, vous ressortez, vous voyez un monsieur propre sur lui qui vous aborde et qui dit: monsieur, je n'ai vraiment rien, aidez-moi, donnez-moi de quoi manger. Je parie qu'à lui, vous lui donnerez 1000 francs. Parce que vous jugerez que lui donner 100 francs serait à la limite l'insulter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez que quand je ramène ça à vous-même, ça vous parle. Quand je ramène ça aux autres institutions, ça vous parle. Et quand je ramène ça à la Banque mondiale,
on a la démonstration que non, ce qui vient de se faire et qui est historique ouvre le champ à l'accélération du développement du Bénin. Nous allons non seulement continuer à avoir accès au financement concessionnel, mais nous allons pouvoir augmenter le volume de ces financements déjà disponibles et accélérer donc le travail pour la prospérité de l'ensemble des populations. Deuxième question que vous aviez, c'est de dire, mais finalement, le Bénin maintient le prix des produits agricoles alors que plusieurs pays, dans la fixation des prix indices, de référence des prix, ont baissé les prix. Ça a été une préoccupation forte du président de la République de dire une manière pour nous d'accompagner nos exploitants, nos producteurs dans le secteur agricole, c'est de veiller à ce que la chute brutale des produits, des prix au niveau international n'affecte pas leur pouvoir d'achat et donc démotive leur envie de continuer à produire. Si nous voulons que la machine agricole, qui représente un tiers de notre production aujourd'hui, continue, il fallait absolument veiller à ce que le soutien au secteur agricole se poursuive et que ces indices-là, ces prix-là se maintiennent. Donc il s'agit d'une action qui est en parfaite cohérence avec notre plan pour le secteur agricole. Il a été noté que dans les systèmes où à chaque fois qu'il y a des variations structurelles de cette nature, si vous systématiquement vous faites refléter ça sur le niveau de vie de l'exploitant, vous allez noter qu'en fait il y aura des variations également dans la productivité, puisque un coup, le secteur devient attractif, un coup, il est moins. C'est pour éviter donc cet élément-là que le gouvernement, en toute responsabilité, a fait ce choix, qui est en totale cohérence donc avec les actions et les réformes que nous faisons dans le secteur. Sur le Nigeria, c'est une question sur laquelle j'ai eu l'occasion de vous parler. La question de savoir si le Bénin peut vivre sans le Nigeria, la réponse est non. Nous sommes dans un monde globalisé. Personne ne peut prétendre aujourd'hui dire « je peux vivre sans l'autre ». Nous sommes des pays voisins. Nous avons de l'interdépendance. Notre stratégie est claire. Nous avons pour plan de travailler en synergie, en bonne intelligence avec le Nigeria. Nous avons des atouts qui peuvent profiter au Nigeria. Le Nigeria a des atouts qui peuvent nous profiter. Il faut reconnaître que pendant longtemps, la facilité a prévalu, c'est-à-dire faire uniquement acheter, vendre ou servir de transit pour le Nigeria. Mais ces éléments-là, dès qu'il y a un coup, un choc, on voit que ces types d'activités souffrent. Et donc nous sommes engagés en discussion avec le Nigeria et le Nigeria aussi en discussion avec nous, engagés dans un partenariat qui fait que le Nigeria et le Bénin gagneront d'être ensemble. Et donc personne ne peut prétendre, donc la question c'est non, personne ne peut dire je peux me passer de mon voisin, surtout quand nous avons des frontières qui sont aussi poreuses, nous avons des communautés, des populations qui parlent la même langue, qui ont les mêmes cultures, donc on ne peut pas dire ça. De façon concrète, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire. Quand on lance des plans de développement, de transformation de nos produits agricoles, c'est pour pouvoir servir davantage le Nigeria. Nous ambitionnons d'ici 3 ans de dépasser les 1 million de tonnes de riz, mais cette production, l'essentiel ira vers le Nigeria. Donc, etc. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous pouvons produire ici, transformer et échanger avec nos frères du Nigeria? Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont comme atout dont nous pourrons bénéficier? C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, il y avait une question qui dit, oui, mais le Bénin maintient sa note. Est-ce que ce n'est pas des indices préfabriqués? Alors moi, j'ai 2 manières de répondre à ça. Hypothèse numéro 1, il s'agit de chiffres bidoués fabriqués. Alors, si c'est si facile de bidouer des chiffres, de convaincre Fonds monétaire international, Banque mondiale, Union européenne, BAD et toute la terre entière, qui de façon synchronisée, de façon cohérente, depuis 3 ans, les palmarès se multiplient, bon, c'est que quelque part, il y a un génie. Alors là, dans ce cas, pourquoi ce génie ne s'est pas mis en œuvre depuis? Quand ce génie fait que, là, le 1er juillet, on vous donne 627 millions de dollars pour appuyer votre développement. Deuxième manière de répondre, c'est de dire, vous savez, quand vous commencez à faire des performances, vous suscitez ce qu'on appelle scrutining, c'est-à-dire on vous regarde en détail, on scrute tout ce que vous faites. Et je vous rappelle que le Fonds monétaire international était encore là en avril passé, et je peux vous dire que quand vous êtes en programme et qu'ils mettent leur tampon, c'est qu'il y a un contrôle sévère qui est fait. Vous me faites penser à la notation du Fonds monétaire international. Le Bénin, sur les 3 dernières années, nous avons subi 6 contrôles du Fonds monétaire international et nous avons de façon constante obtenu la note très satisfaisante, qui est la note la plus forte et qui est la note jamais donnée à un pays en Afrique. Alors si vous bidouez et que vous avez ça, ben alors chapeau. Parce que je vous apprends que quand le Fonds monétaire arrive,
Ils parlent non seulement à toutes les administrations, ils parlent aux institutions et ils vont chercher des informations auprès du secteur privé. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le gouvernement qui bidouille, mais vous aussi, vous bidouillez, le secteur privé bidouille et tout le monde bidouille, mais de façon synchronisée. Alors bravo. Moi, je suis bluffé. Non, soyons sérieux, non, je pense que tout ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fruit du travail collectif. C'est parce que justement, chacun des secteurs d'activité fait ses réformes, fait son travail, que tout ça rentre bien dans le programme d'action du gouvernement. C'est pour ça qu'on a ces résultats. Maintenant, il faut que vous soyez fiers de ça, qu'on continue, parce qu'il ne faut pas qu'on relâche. C'est ce que je disais, quand vous commencez à être cité, on ne tire que sur les fruits mûrs, n'est-ce pas? Alors tout le monde nous regarde. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous devons continuer l'effort, parce que nous voyons au quotidien que ça change. On parle de la pandémie du Covid. Tout le monde dit que jusque-là, le Bénin a plutôt une gestion bonne de la pandémie, comparée à d'autres, et compte tenu de l'ampleur de la maladie. Quand aujourd'hui quelqu'un tombe malade, c'est l'État qui prend l'intégralité des coûts. Nous avons des brigades qui passent dans les maisons, qui apportent des médicaments, qui amènent les gens en soins. Zéro coût pour le contribuable. Mais c'est grâce à ces efforts-là que vous bénéficiez de ça. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train d'installer à Natitengu un centre de prise en charge des malades. Des investissements de plusieurs milliards. Mais ça, c'est le fruit de nos efforts. Donc ça, c'est la matérialisation de ces palmarès, etc. Donc, si c'était bidoué, il n'y aurait pas du concret derrière. Il y a du concret. Ces éléments qui permettent aujourd'hui aux agences de notation de donner des points positifs à notre pays, puisque l'évaluation est annuelle, est-ce que vous nous donnez l'assurance que les années qui vont suivre, que le Bénin va continuer à inscrire cette marche positive-là? Et la toute dernière question, c'est par rapport aux gestes faits par le gouvernement en direction des personnes touchées par les mesures restrictives liées à la pandémie du coronavirus. Les bénéficiaires, pour la plupart, sont rentrés dans ce qui a été promis. Ceux qui, aujourd'hui, se rendent compte que le gouvernement a tenu parole et qui, pour certains, ont été victimes de la même situation, qui n'ont pas pu se faire enregistrer, est-ce qu'il y a une seconde chance pour ces personnes? Le charme que dégagent les agrégats au niveau de l'économie de notre pays pousse certains de vos compatriotes à se demander s'il n'y a pas une dose de make-up. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de boudu. Dites-leur s'il y a eu tout au moins une sorte de relooking du visage de notre économie au plan mondial. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, aujourd'hui, quel est le seuil de vulnérabilité à la pauvreté du Béninois ou des Béninois? Je vous remercie. Quand on regarde, on évalue la production de richesse à l'échelle d'un pays. En fait, c'est la somme de valeur ajoutée de chacun des acteurs économiques. Donc, caricaturalement, c'est un peu la somme de tout ce que chacun produit au niveau du pays. Ça s'évalue en référence à un niveau donné. Pour le visualiser, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a une exploitation, une bananeraie. Il a une plantation avec 100 bananiers là-dessus. Nous sommes en année 2010. À la fin de l'année 2010, il sait qu'il a 100 bananiers et que pour 2010, chaque bananier a produit 5 régimes de bananes qu'il pourra vendre à un certain prix donné. Donc pour 2010, cette année-là, où il a compté le nombre de bananiers et évalué la production, il s'est dit qu'est-ce qu'il a produit pour cette année. On va dire que 2010 devient son année de référence pour cet exploitant. L'année suivante, pour évaluer ce que chacun fait, ce que chacun a produit, on ne retourne pas évaluer individuellement. Ça, c'est les normes au niveau mondial, sinon on ne le ferait pas. Ça prend des mois pour faire ces évaluations. Donc l'année d'après, on évalue en référence. Et les autres années, toujours en référence par rapport à l'année 2010, dans mon exemple. Donc 2011-2012, on va dire, OK, 2012 par exemple, compte tenu de la pluviométrie, de tel élément, etc., finalement, un bananier, ça n'a pas produit 5 régimes, mais plutôt 4 ou 6. Et en fonction de ça, on l'extrapole aux 100 bananiers qui étaient décomptés en 2010. Et donc en 2012, imaginons qu'on dise que chaque bananier produit 6 régimes. Donc on dira pour cet exploitant, en 2012, qu'il a 6 régimes fois 100,
Donc 600 régimes de bananes au prix, et on sort une valeur de sa production. D'accord? Mais imaginez qu'en 2010 et 2012, il ait planté d'autres bananiers. Dans le modèle macro, on ne tient pas compte de tout ce qu'il a produit en plus. On reste sur l'année de référence, on reste sur l'estimation, l'identification des facteurs de production de cette année de référence, et on fait des proxys, des estimations dans le temps. Alors la bonne pratique au niveau international est de dire que cette année de référence-là, plus vous éloignez de cette année, moins c'est précis. Plus vous éloignez de cette année de référence, moins ce que vous donnez comme chiffre est exact. Parce que tout ce qui est activité nouvelle, nouveaux facteurs de production, fatalement, vous les mettez de côté. Et pire, même les anciens facteurs de production, il est possible que s'ils ont baissé en performance ou que l'évolution technologique a fait qu'ils ont eu plus de productivité, il est possible que vous les évaluez mal. Donc, il est recommandé qu'une fois tous les 5 ans, l'on change l'année de référence et qu'on refasse un exercice de base. C'est ça le rebasage. Le rebasage, c'est le fait de réestimer les facteurs de production, de changer cette année de base. Il y a d'autres facteurs, mais je fais simple. Donc, dans notre cas, imaginons que cet exploitant, depuis 2010, en 2020, il décide de recompter. Il dit, tiens, mon bananier, un bananier, ça fait des pousses. Ça fait d'autres pousses, d'autres bananiers. Donc, je n'ai plus 100, mais j'ai 130. Et chaque bananier fait 6 régimes. Et il compte. Et on voit maintenant que sa production, ce n'est plus les 500 régimes, mais c'est plutôt 800. Est-ce que pour autant, c'est faux les 800 régimes de bananes? Nous sommes en macroéconomie et il y a des méthodes qui sont mondialement reconnues. Et je vous apprends que le Bénin, nous avons fait le choix, nous, quand nous avons fait notre exercice de rebasage, de nous appuyer sur une structure qu'on appelle Afristat, qui est basée à Abidjan, mais aussi sur le Fonds monétaire international en direct. Et donc, nos chiffres ont été revus par les experts de plusieurs pays. Et donc, quand vous faites tout ça, et qu'après, derrière, on commente, vous savez, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Je vous apprends que notre année de référence retenue maintenant est 2015. L'année qui servait de base pour évaluer tout ce que l'on produisait, c'était 2007. Donc, en 2020, donc nous étions à 13 ans. Or, les bonnes pratiques disent, mais tous les 5 ans. Et comme nous avons démarré cet exercice en 2019, il fallait prendre une année de référence. L'année de référence doit être une année pour laquelle des données statistiques existent. En 2015, nous avons fait une grande enquête sur les ménages, nous avons un certain nombre de données qui existent, et c'était l'année pour laquelle nous pouvons trouver les données nécessaires pour faire ce travail. Et c'est pour ça que nous avons pris 2015. Et donc, le fait qu'on ait pris 2015, ça se justifie. Le fait de changer d'année de référence, ça se justifie, c'est pour rentrer dans les bonnes méthodes. Vous savez, sur les 5 dernières années, on a des pays, le Sénégal a fait le même exercice de rebasage plusieurs fois. Le Nigeria, vous savez, sur la dernière décennie, l'industrie cinématographique, Nollywood, et tous les films du Nigeria se sont développés, ça devient une usine en millions de dollars. Mais l'ancienne référence n'intégrait pas l'activité cinéma. Et donc, quand on évaluait, on mettait à côté toute cette activité au Nigeria. Mais quand le Nigeria a réévalué les facteurs de production, a refait son exercice de rebasage, le Nigeria a augmenté de 60% son PIB et est devenu la première économie d'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est parce que quand vous comparez par rapport à une année qui est trop lointaine et d'autres choses se sont passées, l'évolution des nouvelles technologies, les mobile money, les secteurs, tout ce qui est data, tout ce qui s'est passé dans l'économie numérique n'était pas pris en compte dans plusieurs pays. Et donc tous les pays sont en train de faire le même exercice. Et donc tous les pays auxquels on se compare, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays, sur ces dernières années, ont fait plusieurs fois l'exercice. Nous l'avons fait une seule fois depuis des années. Je vais enchaîner par la question sur le soutien aux artisans et aux exploitants qui fournissent des services. Le gouvernement a annoncé qu'un soutien serait fait. Un site internet a été créé, il y a eu tout un protocole. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ne croyaient pas à ce que le gouvernement a dit et qui maintenant viennent et qui disent « mais on ne croyait pas que c'était vrai ». Cette doléance, nous allons la porter au niveau du gouvernement parce que chaque Béninois doit la protection du gouvernement. Donc, ça sera un sujet qui sera porté au gouvernement, ça sera débattu. Mais ça me permet de rappeler un certain nombre de choses. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des facteurs de notre succès, c'est le travail synchronisé dans la discipline. Alors, quand on ne respecte pas les règles, quand on ne suit pas les préconisations, ça ne marche pas.
Quand on a décidé d'apporter le soutien aux artisans, que ce soit les tokpa-tokpa, les couturiers, etc., les restaurants, les tenanciers de bar, on a classifié les personnes. On a dit, nous voulons couvrir tout le monde, y compris les personnes qui évoluent dans l'informel, les personnes qui n'ont même pas d'existence légale, qui n'ont même pas pris d'autorisation, mais qui exercent, qui n'ont pas pris de numéro diffus, qui ne payent pas d'impôts. Nous voulons couvrir tout le monde. Et ça a été ouvert à tout le monde. La question, c'est combien donner à chacun. Sur le site Internet, chacun déclare ses pertes. À l'issue de la période d'inscription, nous avons classé les personnes en plusieurs catégories, notamment les personnes qui sont formelles et les personnes qui sont informelles. Les personnes qui sont formelles, c'est les personnes qui ont un IFU, qui ont une existence vis-à-vis de l'impôt et qui payent l'impôt. Le gouvernement a décidé que pour ces personnes-là, on en avait plus de 5 000, autour de 5 000, que l'État allait leur donner 100% des pertes, compenser 100% de leurs pertes. Donc tous ces acteurs qui sont inscrits, qui paient les impôts et qui, du fait de la Covid, ont subi des pertes, l'État allait leur donner 100% de la perte. Vous vous rendez compte que quand on a commencé à exploiter les résultats, qu'est-ce qu'on a noté? 90% de ces 5 000 personnes qui sont formelles, qui paient les impôts, payent l'impôt minimum de 10 000 francs, qui est l'impôt qui correspond à quelqu'un qui déclare qu'il fait moins de 1 million de chiffre d'affaires par an. Mais quand on regarde les déclarations de pertes, la moyenne déclare qu'ils ont perdu 5 millions par mois. Et nous étions prêts à compenser les 5 millions par mois. Les instructions du chef de l'État étaient claires. Toutes les personnes formelles qui ont subi des pertes, le gouvernement va leur apporter assistance à hauteur du montant réel. Mettez-vous à la place du gouvernement. Mettez-vous à la place de l'État qui veut accompagner les citoyens, les opérateurs économiques. Et vous vous retrouvez devant quelqu'un qui dit à la même administration, d'un coup, « Oh, moi, je fais moins d'1 million de chiffre d'affaires par an, donc je ne paye que 10 000 francs. » Et de l'autre côté, « Ah, je fais 5 millions, 10 millions par mois de profit. » Alors, le chef de l'État a été clair, il a dit, cette procédure ne visait pas à faire un rapprochement avec les impôts, donc laissons tomber. Parce qu'on aurait pu dire, c'est la même administration, vous me déclarez que vous faites 1 million, vous payez 10 000 francs, maintenant vous venez vous dites que vous faites 10 millions par mois, mais on peut vous dire d'aller payer un peu plus, à juste titre. Et le chef de l'État a dit non, nous sommes en train d'apporter un accompagnement à nos concitoyens, ne faites pas ce rapprochement. Mais ce qui touche, c'est que vous voyez, nous avons envie d'aider. Le chef de l'État a dit donnez tout. Ceux-là qui déclaraient 10 000 francs auraient déclaré en son temps les vrais montants d'activité, auraient payé le montant d'impôt dû, qu'ils auraient eu 100% de leurs pertes. Mais mettez-vous à la place de l'État, qu'est-ce que l'État ferait? Fermer les yeux sur les déclarations d'impôts et donner plusieurs millions de compensations à quelqu'un? On ne peut pas faire ça. L'argent de tout le monde. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on continue à changer. Il faut que nous continuions à remettre en cause certaines pratiques. Nous fassions confiance à l'État. Quand l'État dit « je vais faire ça », vous voyez que depuis 4 ans, nous délivrons ce que nous proposons. Malgré tous les chocs, etc., nous délivrons. Donc, tout en prenant bonne note de cette doléance, je voudrais que chacun note quand même que nous avons été au niveau de l'État confrontés à plusieurs reprises à cette incohérence. Le citoyen ne veut pas juste être citoyen, fait ce qu'il doit faire. Nous travaillons pour rendre notre économie résiliente, le système de santé fort, résilient, etc. Mais pour l'économie, il faudrait que chacun apprenne que c'est parce qu'on est citoyen, c'est parce qu'on déclare, c'est parce qu'on apporte sa contribution que l'État a les moyens de vous assister en période difficile. Quand il y a pandémie et que l'État prend en charge 100% des médicaments pour soigner le Covid, c'est grâce au peu que chacun contribue. Assurance de la pérennité, oui. Ce qui marque dans toute transformation, c'est qu'elle soit durable. Nous avons le programme d'action du gouvernement sur 5 ans, mais nous avons aussi le PND, le programme national de développement, qui couvre une période allant jusqu'à 2025. Et je pense que la mise en œuvre de ce plan avec sérieux, constance, permettra à ce qu'il y ait pérennité dans ces performances. Mais nous n'avons aucun doute que nous allons continuer les performances parce que ce que nous voyons montre que les résultats viennent des fondamentaux. Il ne s'agit pas de résultats comme ça improvisés, il s'agit de résultats qui viennent de nos plans d'action, qui viennent des réformes structurelles que nous posons dans tous les secteurs. Donc, je garde bon espoir que nous allons continuer encore pendant longtemps cet élan-là qui, dans la durée, permettra d'apporter plus de prospérité à chacun et à tous. Et ça fait le lien avec le panier de la ménagère. C'est la question qui vient souvent.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez, nous avons, depuis le budget de 2019 et 2020, sur instruction du chef de l'État, mis l'accent sur les dépenses de santé, les dépenses sociales et ce qu'on appelle dépenses sociales prioritaires. C'est-à-dire tout ce qui doit être mis en œuvre pour que la population sente un mieux. En ce moment où je vous parle, nous avons des programmes, par exemple dans le bassin cotonnier, pour apporter du soutien aux paysans, aux exploitants, pour qu'ils fassent autre chose que le coton. Nous avons le soutien pour les exploitants dans le domaine de l'anacarde. Nous avons le soutien pour ceux qui font du riz. Nous avons un certain nombre de programmes qui permettent à des gens de s'autonomiser, de travailler, de produire des richesses. Et ce que je n'arrête pas de dire, c'est que notre choix, c'est de faire en sorte que par le fruit du travail, chacun devienne prospère, indépendant, fier de se nourrir du fruit de son travail. L'État crée les conditions, apporte l'appui pour que chacun puisse s'autonomiser, se développer. Vous savez, depuis que la crise du coronavirus a démarré, plusieurs pays ont promis beaucoup de soutien. La Banque mondiale a été une institution très réactive qui nous a apporté beaucoup de soutien. Le Fonds monétaire aussi. Il y a plusieurs institutions aujourd'hui qui veulent aussi apporter du soutien, mais les procédures sont tellement lentes que nous n'avons rien vu. Si le budget de l'État n'avait pas la capacité de réagir directement, on n'aurait pas pu être là où on est aujourd'hui. Donc, le fruit du travail doit permettre de soutenir les investissements productifs, mais doit permettre à l'État aussi de se mettre en condition de réagir quand il y a des coups durs. Il ne faudrait pas que dès qu'il y a un coup dur, on ne soit plus capable de payer les salaires, de faire tourner l'administration, de faire tourner les hôpitaux. Et donc, l'idée que de l'argent est distribué pour qu'on sente cette idée-là, je pense que petit à petit, il faut qu'on se l'enlève de la tête. Mais ce qui compte, c'est comment on fait pour que chacun des Béninois, ou en tout cas chaque jour de plus en plus de Béninois, ait accès à de l'eau potable, ait accès à l'électricité, ait accès à un soin de santé de qualité, ait accès à des opportunités pour créer de la richesse. Et c'est à ça qu'on travaille. Vous savez, je marche de temps en temps sur la route des pêches et j'ai noté, il y a 2-3 mois, que sur du rond-point fin pavé, sur 5 km, j'ai décompté plus de 25 petits commerces. Il y a 2 ans, il n'y avait rien. Celui qui vend le tevipo à tapo, celui qui vend le noix de coco, celui qui fait le moyo, celui qui vend le riz, tout au long. Et j'étais bluffé. Je dis, mais il y a 2 ans, il n'y avait pas ça. Vous voyez, et c'est ça le côté investissement productif. Vous investissez, vous faites la rue, vous apportez l'électricité. Il était lors de 19h, mais parce qu'il y avait de la lumière, etc., les gens sont là-dessus, ils vendent et puis ça crée. À plusieurs points. Faites l'expérience, vous allez voir. Ça, c'est un exemple concret du fruit de cette croissance. Plus de personnes qui ont accès à un métier. Et c'est ça la logique. Faire en sorte que de plus en plus de Béninois puissent avoir accès aux soins, aux services de base. Il est malade, il est pris en charge. Aujourd'hui, coronavirus, on est pris en charge gratuitement. Avoir accès à de l'eau potable, soins de qualité, etc. Donc, c'est sur ça que nous travaillons. Il y a encore du chemin à faire et je peux vous assurer que quand on voit tous les efforts que nous faisons, si on n'avait pas traversé toutes ces crises, je me demande où on serait en fait. Vraiment. Parce que dès juin 2016, nous sommes venus tout de suite dans un contexte économique sous-régional difficile avec le Nigeria qui faisait une dévaluation historique de sa monnaie et une restriction des opérations de commerce entre les deux pays. La fermeture de frontières, Covid, etc. Et malgré ça, les investissements se poursuivent et nous continuons à être présents pour répondre aux besoins de la population. Donc tout ça pour dire que la vision est bonne, l'objectif, les objectifs et la feuille de route pour atteindre ces objectifs sont clairs. Nous allons continuer à travailler avec sérieux et plus nous allons avancer, plus la population sentira que vraiment l'État est à côté et que tout se passe bien. Monsieur le ministre, vous travaillez à rendre l'économie béninoise résiliente. Quid du citoyen béninois? Selon vous, le Béninois est-il un citoyen résilient? Monsieur le ministre des Finances, vous avez rappelé les performances de l'économie béninoise. Le Bénin est désormais un pays à revenu intermédiaire. Le Béninois est-il un citoyen à revenu intermédiaire? Autrement dit, avons-nous gagné $400 de plus? Si oui, dans quel domaine, dans quel secteur, monsieur le ministre? Tout à l'heure, en prenant la parole, vous avez
cité les performances à être à l'actif du Bénin. Vous avez dit que vous n'avez pas tout cité, il y en a. Ma question est celle-ci. Alors, si le Bénin se porte si bien, pourquoi fait-il si tant de prêts? Merci, monsieur le ministre. Pour moi, le citoyen résilient, c'est le citoyen qui évolue dans un environnement où il a le sentiment, qu'il a la protection de l'État. Donc, quand il circule, les forces de l'ordre sont là pour assurer sa sécurité. Il sait que quand il est malade, il a accès à des soins de qualité. Il sait que quand il veut se former, il a accès à ça. Il sait que quand il est vulnérable, il est d'une catégorie extrême pauvre, il y a l'Arche qui l'accompagne pour avoir accès gratuitement aux soins de santé, avoir accès à de la microfinance, avoir accès à une retraite, etc. Ça, c'est le citoyen résilient. Quand vous valorisez, aujourd'hui, prenez un extrême pauvre, quelques années en arrière et aujourd'hui, si vous dites que cette personne aujourd'hui, quand elle circule, elle n'est pas rançonnée par la police, elle a un système d'éducation de meilleure qualité, elle a plus de chances d'avoir accès à de l'eau de meilleure qualité. Il y a l'Arche, vous avez vu, les populations aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vérifié, mais qui ont la carte Ravib et qui bénéficient aujourd'hui du soin gratuit, sont là. Sans compter les soins pour les femmes, la césarienne, le palu pour les enfants et les femmes, etc., qui existent. Quand vous valorisez tous ces services nouveaux qui ont pu être mis en place, oui, $400, ça représente quoi en francs CFA? Donc, je pense que la question ne se pose pas de dire individuellement, quand on dit que ça a augmenté en moyenne, essayez de le faire parce qu'il s'agit de travailler pour que le citoyen ait un cadre de vie général et une égalité d'opportunités d'avancer, de créer son business, de travailler sans que l'État soit un frein, mais plutôt un moteur. Voilà ce que j'ai à dire sur ce point. Il y avait une question sur pourquoi tant de prêts. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Banque mondiale, pendant plusieurs jours, a affiché une opération de reprofilage de dette. Quand vous levez de la dette, par exemple, dans notre cas, de la dette très longue durée, taux très bas, pour remplacer pas de la dette de même montant, mais qui était à courte durée, même montant, quelqu'un qui lit que vous avez levé de la dette va dire « Ah, il a encore pris de la dette ». Mais la question, c'est à quoi sert cette dette? Donc, sans devenir technique, quand vous regardez l'évolution de notre taux d'endettement, vous voyez que par rapport au rythme d'investissement, la dette croît moins vite que l'investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ce que nous avons comme richesse dégagée, nous faisons tout pour que l'essentiel aille vers l'investissement et que nous ne dépensons pas tout ce que nous gagnons comme taxes que nous collectons. Les efforts que vous faites tous par les taxes que vous payez, ça sert bien entendu à faire fonctionner l'État. Ça sert à l'investissement et c'est le complément qui vient. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez le rythme de progression de la dette qui est moins fort que l'investissement, que vous savez que l'investissement, la dette sert de l'investissement productif qui crée de la richesse, il n'y a pas à s'inquiéter. La deuxième chose, c'est que nous évoluons dans un monde où il y a des limites qui sont fixées. En matière d'endettement, le plafond des critères de convergence, c'est 70%. Nous nous sommes fixés 50% nous-mêmes. Et nous ne les sommes pas encore aux 50%. Donc, à chaque fois qu'il y a de la dette nouvelle qui est prise, la première question, c'est à quoi ça sert? Nous sommes dans une gestion dynamique de notre dette et je peux vous dire, si demain, on nous dit qu'il est possible d'aller à Hong Kong, New York, je ne sais pas où, d'aller lever de la dette à 1% pour venir rembourser de la dette qui est à 6%, nous allons le faire. Parce qu'à chaque fois qu'on économise des charges d'intérêt, c'est autant d'argent qu'on va prendre pour mettre dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'évolution et non pas les montants individuels parce que on a eu l'année passée, fin d'année, fin 2019, il y a quelques mois, par la Banque mondiale, le prix de la meilleure gestion de dette. Parce que nous avons fait des opérations que personne n'a fait jusque-là. Nous avons fait ce qui a été convenu d'appeler magie. C'est-à-dire qu'avec 50 millions d'appui de la Banque mondiale, on aurait pu prendre ces 50 millions en cash. Nous avons dit, nous ne voulons pas les 50 millions en cash. Nous voulons votre signature, votre garantie. Et grâce à ça, nous sommes allés lever de la dette, grâce à la signature, de la dette moins de 3%, sur plus de 10 ans,
pour venir rembourser de la dette domestique qui était à 3 ans, 5 ans, à 8,5% de la dette qu'on a héritée quand on est venu à 8,5%. Et ça a été noté comme meilleure opération. Alors, quand vous voyez ça, qu'on félicite, ne dites pas, oui, mais vous faites quoi avec l'argent, etc. On est tellement surveillé que je peux vous dire que si on faisait n'importe quoi, ça se saurait. Mais de l'autre côté, je veux aussi qu'on se décomplexe par rapport à la dette. Tout à l'heure, nous avons parlé de pays à revenus intermédiaires et vous vous êtes inquiété du fait que peut-être qu'on se ferme les capacités d'avoir accès à de la dette concessionnelle. C'est juste de la dette à taux très bas, durée longue. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, on peut avoir accès sur les marchés à de la dette concessionnelle sans passer par la Banque mondiale ou les institutions? Les taux d'intérêt sont négatifs et durablement négatifs. Il y a des pays aujourd'hui qui sont à revenus élevés. Je suis d'accord avec vous, dès que vous passez à revenus élevés, vous ne pouvez plus avoir accès aux dons et aux prêts de la Banque mondiale concessionnelle. Très bien. Mais ces pays-là, vous savez sur à quoi ils ont accès? Ils ont accès à des dettes de type perpétuel. C'est-à-dire que parce que vous êtes un pays hyper riche à revenus élevés, limite, on a envie de poser ses épargnes chez vous. Les gens ont envie que vous gardez perpétuellement leurs sous. Il y a des pays aujourd'hui qui émettent de la dette, c'est à plus de 100 ans, c'est-à-dire c'est à rembourser un jour. Et on paye juste 1% ou moins d'1% d'intérêt, parce que vous êtes à revenu élevé. Alors quand le Bénin est dans la course de monter, n'ayez crainte. Si on sort un jour de revenus intermédiaires devient élevé, je suis d'accord, on n'aura plus des prêts concessionnels, mais on aura mieux que ça. Parce qu'une dette perpétuelle, où vous avez l'argent, parce qu'on dit, mais il est tellement riche qu'on peut lui confier son argent, c'est encore mieux même que d'aller prendre de la dette concessionnelle. Donc, sachez que nous sommes dans un monde où on ne prête, on dit généralement, on prête qu'aux riches, non? Donc, plus vous progressez, plus vous montez. Les solutions, les outils sont peut-être différents, mais ils existent. Et généralement, ils sont mieux qu'aux outils disponibles pour le très, très pauvre. Donc, voilà pour la dette. Vous voyez, les grands pays de ce monde ont des taux de dette qui sont à des multiples de leur PIB. Il y a des pays qui sont à 150%, 200% de leur PIB, mais pourtant, ils tiennent. C'est les pays aujourd'hui qui investissent, ils ont déjà réglé les problèmes d'infrastructure, mais ils investissent aujourd'hui pour faire de l'économie verte, pour faire de l'innovation, pour faire d'autres choses. Et nous qui avons besoin encore d'apporter les services de base partout dans le pays, on va se dire attention, non, on ne va pas. Tant que la dette sert à un investissement productif qui, avec 100, va permettre de générer plus de 100, il faut le faire, surtout quand vous en avez la capacité. Et nous, tout ça est encadré dans une stratégie nationale d'endettement qui fixe des critères encore plus stricts que les critères autorisés. Je remercie chacun pour les questions, ces questions qui m'ont permis peut-être d'apporter quelques clarifications. J'espère que j'aurai permis à chacun de repartir d'ici rassuré et fier d'être béninois, rassuré que demain sera meilleur, rassuré que nous sommes sur la bonne route, rassuré que le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement veillent chaque jour à ce que personne ne soit mis à côté de la route. Nous faisons tout pour que chaque fois que nous gagnons un peu plus d'argent, une partie significative de cet argent soit destinée vraiment aux dépenses de soutien aux pauvres et aux extrêmes pauvres. Car c'est en réduisant la pauvreté réellement qu'on se développe. Et je suis content que quand on regarde la progression des indices de développement humain, je préfère encore ces indices en fait à tous les autres indices macro. On voit que le Bénin, pas des sources indépendantes, le PNUD, voit qu'il y a des progrès. Je compte sur vous tous pour continuer à nous soutenir. Apportez vos critiques parce que vos critiques nous nourrissent et nous permettent de mieux faire. Et je suis convaincu qu'en vous écoutant, en écoutant vos critiques, en ajustant ce qu'il faut ajuster, nous sommes sûrs que vous allez continuer tous à être fiers du Bénin, que le Bénin va continuer à étonner dans la sous-région, au niveau de l'Afrique et au niveau international. Merci.